28 candidats déclarés en 2018 pour la course à la présidentielle contre 52 en 2011. Une dizaine d'anciens compétiteurs ont jeté l'éponge. Pour la Tangandi, le ministre en charge de l'administration territoriale choisit les adversaires à Paul Biya au sein de certaines parties, au sein de certaines formations politiques au Cameroun, à l'instar du CPP, le Manidem et l'UPC, ce qui crée des vagues dans ces différentes formations politiques. Et dans la même veine, une escouade policière a neutralisé les mouvements des personnes à l'entrée du CPP, ce parti qui préparait une réunion. Maurice Kamto à la conquête de l'extrême nord, un bastion du RDPC qui ne veut pas lâcher du lest. On parlera également de santé dans cette émission. Le choléra qui refait surface au Cameroun, 6 morts jusqu'à présent, mais des dizaines de cas qui sont maîtrisés. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Il est docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'université de Douala, habituellement demandé par les téléspectateurs. Il a à nouveau répondu présent à notre invitation. Docteur Luison Nsomba, bonjour et bienvenue. Bonjour Monique, bonjour à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. J'espère qu'ils doivent bien s'asseoir pour écouter et regarder cette très belle émission. J'ai envie de vous demander comment se porte l'université de Douala, où vous êtes enseignant depuis près d'une dizaine d'années déjà. L'université se porte bien, nous sommes en phase de session de rattrapage. Nous avons publié les résultats depuis quelques jours à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc aujourd'hui, le calendrier marquant la semaine du rattrapage est désormais affichée à l'endroit de tous les étudiants. Donc l'université se porte bien et nous espérons que l'année s'achèvera aussi très bien. Alors, nous sommes de plein pied dans l'actualité politique. La présidentielle se profilant à l'horizon, l'opposition est désormais infiltrée par le gouvernement. Ainsi s'insurgent certains cadres des partis dont les leaders ont été déposés au profit des personnes. Certaines personnes justement par le ministre Paul Antagadji en charge de l'administration territoriale. Les partis concernés sont l'UPC, le Manidem et l'UPC. Robert Charlitok. Face à la décision du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, d'imposer des leaders à la tête des partis de l'opposition en proie au conflit, les acteurs réagissent. Je tiens à noter que c'est une décision qui ne nous a pas surpris du tout, parce que nous l'avions toujours dit, que l'opposition a été infiltrée par certaines personnes qui rendent compte au gouvernement. Et tout le monde a compris que le jeu trouble que certains opposants jouent progressivement sera mis à la lumière du soleil. Cette note interne du ministre de l'administration territoriale n'a aucune valeur juridique à nos yeux parce que ce n'est pas au MINAT de s'insérer dans la vie interne du CPP. Ce n'est pas au MINAT de désigner qui sont les responsables du CPP. Le CPP a des statuts et ces statuts définissent de façon claire comment on devient leader et comment on devient représentant légal. Abiba Issa, jointe par téléphone, réagit. Nous n'avons jamais nommé à l'UPC au poste de responsable. Les responsables, c'est par élection. Nous avons été élus au Congrès. Et le ministre maintenant veut nous faire comprendre que notre partie de l'opposition dépend de l'administration. C'est ce qu'on veut comprendre. Ils ont fait leur nomination, mais ça ne empêche pas de travailler en parti. Pourtant, au sein du CPP, de l'UPC et même du Manidem, des documents sont brandis pour justifier l'exclusion des leaders reconnus par l'administration territoriale. Tita Fong, exclu le 29 mars 2018 par la décision du Conseil national du CPP. Le 7 mai 2016, à Yaoundé, M. Bapod Lipote Robert, définitivement exclu de l'UPC lors de la 5e session ordinaire du comité directeur. Les différents acteurs entendent saisir les instances judiciaires pour arbitrage. Nous allons saisir la justice pour cela. Nous pensons que la justice de notre pays doit faire son travail. Restons totalement sereins. Nous ne considérons pas que cette décision a quelconque incidence sur la façon dont nous allons fonctionner. Nous ne manquerons pas de saisir toutes les voies de recours judiciaires qui s'imposent à nous. Nous allons opposer à cette décision fermement.
ça ne va pas nous bloquer à faire quoi que ce soit. Nous allons continuer à faire ce qu'on a à faire. C'est le peuple, les UPC qui nous ont fait confiance, élus. Et on ne nous a pas nommés. Une décision ministérielle qui survient seulement quelques heures avant le délai de dépôt des candidatures pour la présidentielle 2018. Alors, Dr Luzon Nsomba, il faut dire que c'est une première dans l'histoire du Cameroun, que cela se produise. De votre point de vue de spécialiste en droit public, quelle peut être l'opportunité d'un tel acte posé par le MINAT? Le ministre de l'administration territoriale, il faut dire qu'il est la tutelle des partis politiques et dont la mission aussi consiste à assurer le bon ordre. Parce qu'en tant que ministre de l'administration territoriale, il a en charge d'assurer le bon ordre. C'est la raison pour laquelle il peut prendre des actes préventifs en vue d'assurer et de prévenir l'ordre public. Mais c'est la première fois qu'un tel acte est pris dans la mesure où le contexte s'y prête. C'est-à-dire nous sommes en plein dans la période électorale de l'élection présidentielle. Vous savez, avec toute l'ambiance qui mine le dépôt des dossiers de candidature des uns et des autres. Donc c'est un peu comme un pas dans la poudrière que le ministre de l'administration territoriale fait à l'endroit des partis politiques. Et c'est une sortie que nous estimons osée et courageuse de la part du ministre, même si nous allons la contester en tout point de vue. Voyez-vous, Madame Naossi, les partis politiques sont des associations privées. Et c'est ce que dit le juge dans l'affaire Malidem contre l'État du Cameroun. Il dit que les partis politiques sont des associations privées. Et à ce titre, ces associations privées ont leur règlement, ont leur statut. Et c'est vrai que l'activité que mènent ces partis politiques se déroule sur l'espace étatique. D'où l'intervention du ministre de l'administration territoriale. Mais c'est une intervention de nature à s'immiscer dans la vie interne des partis politiques. C'est en cela que nous contestons cet acte. D'ailleurs, vous savez, ça devient un... Puisque nous avons vu, c'est une décision. Au départ, une décision n'est que une note de service, n'est qu'une note d'information. Mais si cette note contient des éléments qui font grief à un parti, c'est-à-dire qui causent un tort à un parti politique, cela cesse d'être une note de service, une circulaire ou un communiqué pour devenir un véritable acte faisant grief, d'où justement les différents recours qui sont intentés contre le dit acte. Et les différents partis vont rester en justice. Quelle suite envisager à ces différents procès qui vont certainement s'ouvrir? Il faut le dire techniquement, je suis convaincu que les juges vont convoquer la notion d'ordre public et la notion d'intérêt supérieur de l'État pour pouvoir débouter et rejeter toutes ces contestations. Parce qu'en réalité, la notion d'ordre public est une notion instrumentale et même instrumentalisée. Donc l'autorité administrative, puisque le ministre de l'administration territoriale est une autorité de police administrative, j'allais dire spéciale, il a donc ce pouvoir de réguler des activités dans le sens de prévenir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'ordre public. Mais dans le cas de l'espèce, il faut pouvoir indiquer que l'acte qu'il prend, justement, est marqué d'un excès de pouvoir, puisque l'acte va gérer et réguler les affaires internes des associations politiques de nature privée. D'accord. Alors, les personnes qui vont désormais gérer ces différentes formations politiques, que ce soit Mbapo Dipot, de l'UPC, on l'a suivi dans nos différentes sorties médiatiques, il soutient le RDPC, celui qui remplace Kawala au CPP, c'est un non-aime, comme on le dit, on connaît le caractère frondeur, le caractère revanchard de Kawala. Partagez-vous l'avis selon lequel Atangandji a choisi des personnes qui ne dérangeraient pas Paul Biya au Cameroun? Dans une première lecture, on peut dire oui, effectivement, le choix d'Atangandji n'est pas un choix neutre. Parce que lorsque nous observons le fonctionnement de ces partis politiques, et nous avons vu la sortie des différents leaders de ces partis politiques, il ressort clairement que les personnes qui ont été indiquées comme représentant ces formations politiques par la note du ministre de l'administration territoriale sont justement des personnes qui sont délégitimées dans leur parti politique. D'où la nécessité de comprendre qu'effectivement, le ministre a
fonder son choix sur des personnes ou des personnalités qui seraient, à la cause du gouvernement. voilà, qui seraient favorables au parti au pouvoir. Mais ça démontre aussi à quel point les partis politiques sont dans des situations de fragilité. C'est-à-dire qu'en réalité, les questions de légitimité, autant comme on le voit, se posent avec acuité au sein des partis de l'opposition. Donc moi, je pense pour ma part que cette sortie du ministre a permis donc de voir et de mettre au goût du jour qu'au sein des partis ou des formations politiques, les questions, les querelles ne manquent pas d'exister. Donc c'est peut-être ce qu'on peut retenir de cette sortie, de l'acte du ministre de l'administration territoriale. Alors, le lendemain, le parti, le CPP justement, a décidé de tenir une réunion, c'était au petit matin, mais une escouade de policiers, des gendarmes, on a vu beaucoup de voitures qui ont garé, interdisant toute sortie et toute entrée au sein de ce parti. Une fois de plus, Robert Charlitor s'y est rendu très tôt le matin. Son reportage. Toute une escouade des forces du maintien de l'ordre aux premières heures de la matinée autour du siège du CPP, Cameroun People Party. Les ordres sont formels, personne n'entre, personne ne sort. Curiosité de journaliste, un appel téléphonique est passé au secrétaire général qui donne les raisons de cette descente musclée. Il faut dire que ça se passe parce qu'aujourd'hui, le mouvement Stand-up, dont le 6e membre devait annoncer son alliance avec la Cameroun Patriotic Diaspora, qui est une organisation des Camerounais de 4 continents, qui devait en même temps se prononcer sur deux questions majeures d'actualité que sont l'élection présidentielle et l'évolution critique de la crise anglophone. Donc ces deux organisations ont une alliance et pensent essentiellement qu'actuellement le Cameroun a besoin de sa situation, que l'ensemble des Camerounais se réveillent. Ils voulaient lancer un appel à un sursaut pour sauver la nation. Donc manifestement, ce projet de communication dérange et c'est peut-être ça qui explique ce déploiement inhabituel. Les différentes unités de police quadrillent les axes qui donnent au siège du CPP. C'est les retombées de la récente décision du MINAT, Paul Atangandi, qui a nommé les leaders qu'il préfère. Une décision qui ne saurait freiner les activités politiques du CPP, selon son secrétaire général. Écoutez, nous d'abord leur dit qu'on n'est pas intimidé par ça. Nous allons bien sûr communiquer et nous empêcherons pas de passer notre message aux Camerounais. Et surtout, on n'a rien commis de mauvais, donc si quelqu'un s'amuse à s'attaquer à nous priver de nos droits. Quelle sera l'issue de ce bras de fer? Observez Wetansi. Alors avec la crise anglophone, ce qu'on vient de voir en image, ça peut être une poche de tension de plus et dangereuse et à maîtriser rapidement. Le contexte ne s'y prête pas, Monique Narossi. Vous savez, nous sommes à une période électorale et surtout, vous savez, l'élection présidentielle est la plus courue parce que, en fait, l'institution présidentielle, c'est elle qui exerce les fonctions les plus lourdes, les plus importantes et les plus prestigieuses. Ce qui peut donc justifier que l'État ne va pas lésiner sur les moyens pour pouvoir garantir et assurer l'ordre public. Surtout, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous en avons déjà une crise dite anglophone. Et de l'autre côté, il y a cette crise, cette guerre asymétrique que le Cameroun mène contre Boko Haram. Donc, on ne voudrait plus qu'en interne, des actions qui ne sont pas, qui ne s'inscrivent pas dans le strict cadre de la légalité puissent se tenir sur la voie publique. Peut-être c'est ce qui peut justifier donc la sortie de ces autorités administratives et surtout ces autorités policières. Et vous savez également que la décision du ministre de l'administration territoriale, on l'a si bien dit, aura un impact négatif parce que c'est un peu comme il aurait pris un éléphant et déposé sur les épaules frêles des partis politiques qui se sentent aujourd'hui bâillonnés et qui veulent par tous les moyens démontrer que dans un État démocratique, on peut exprimer ses désirata en utilisant n'importe quelle voie. D'accord. Nous allons rester en politique. Cette fois-ci, nous nous rendons à l'extrême nord du Cameroun pour constater le déploiement du MRC, le parti de Maurice Kamto, qui tente, tant bien que mal, de conquérir l'extrême nord. Reportage de Lille Piéjou. Le professeur Maurice Kamto
accueilli en grande pompe à Tokombéré dans la région de l'extrême nord Cameroun. Plus de 3000 militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun accueillent leur président qui foule pour la première fois le sol de cette partie du pays depuis la création de ce parti de l'opposition. Ce qui a suscité de nombreuses curiosités. De Tokombéré en passant par Mora et Koza, le professeur Maurice Kamto a présenté sa vision d'un nouveau Cameroun. Qui nous ont rejoints, d'être sains, d'être radieux. Mon jeune frère que voici vous a rappelé qu'au MRC, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Nous sommes un parti responsable et tout homme responsable respecte l'autre. Il respecte la vie, il respecte l'honneur, il offre le bonheur. Le président national du MRC a également profité pour rendre visite aux malades internés à l'hôpital des Sœurs de Tokombéré. Hôpital qui souffre d'un manque criard de médecins et de personnel qualifié. Accueil moins chaleureux chez le sous-préfet de Tokombéré, encore moins chez le président de l'Assemblée nationale, présent dans son fief en cette période de mobilisation du MRC. J'ai pensé qu'il était normal que je lui rende une visite de courtoisie pour le saluer. C'est tout, je n'avais rien d'autre à... Mais donc transmettez-lui nos salutations respectueuses. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ce qui ne distrait pas pour autant le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui compte une base assez solide dans le Grand Nord. L'objectif final étant l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. On remarque un fort déploiement, un appétit particulier pour l'extrême nord du Cameroun. Il faut également signaler que la partie septentrionale du Cameroun représente quand même 40% de l'électorat au Cameroun. C'est un bastion du RDPC et le RDPC tente tant bien que mal par tous les moyens de se maintenir coûte que vaille. Vous savez, je crois que le professeur Maurice Kamto l'a compris pour sa gouverne que prendre 40% de l'électorat, de la masse électorale du côté du septentrion, c'est déjà marquer un véritable pas vers la présidence de la République. Et ça veut, nous avons vu les images, par exemple, où le président de l'Assemblée nationale et bien d'autres ont brûlé les effigies. Cela démontre tout simplement qu'il y a une véritable guerre qui sévit dans cette partie. Il ne faut pas lâcher du lest. Il ne faut pas lâcher du lest. C'est vrai que la nature de l'acte ne sied pas à la personnalité. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale, la troisième personnalité politique du pays, c'est un monsieur que l'on respecte beaucoup. Et lorsqu'on voit ces actes, on est d'accord dessus. On peut s'accorder sur le point que le RDPC semble être aux abois dans ce secteur. Et les autorités, les élites de cette ville concernée font tout et pour tout pour maintenir la flamme du RDPC allumée. Donc, c'est ce qui peut justifier. Vous avez vu toute cette guéguerre sur les effigies, sur les sorties, et tous les leaders de l'opposition ont compris qu'il faut aller conquérir cette masse électorale pour pouvoir justement se tailler la part léonine lors de ces élections, lors de l'élection présidentielle. J'ai envie de vous demander, Dr Luzon Somba, le président de l'Assemblée nationale, c'est quand même le président de l'Assemblée nationale. Il est natif de cette localité. Qu'est-ce qui peut bien lui faire peur pour perdre le terrain? Il est quand même entre les siens. Vous savez, après l'élection présidentielle, vont se suivre les élections municipales et les élections législatives. Et vous savez, les élections législatives sont celles qui déterminent la gestion d'un État. Parce que si le président élu est minoritaire au sein du Parlement, il ne pourra pas gérer. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne serait qu'une coquille vide, il va régner sans gouverner. C'est la raison pour laquelle le président de l'Assemblée nationale a compris que s'il perd les élections dans son bastion, ça veut donc dire que lui-même, il aura effrité sa personnalité. D'où utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir gagner le pas et la main dans ces zones du septentrion. Et comme on venait de le dire, là aussi, quand vous avez 40%
des électeurs, de la masse électorale, de gagner, qui vous viennent de la partie septentrion, ce qui est évident, il vous suffit de grappiller quelques voix dans les autres zones du Cameroun pour pouvoir vous hisser à la tête de la magistrature. Vous pouvez remarquer même en images, il a été très attendu, on dirait, à Messi, dans d'autres localités de l'extrême nord, Kalfota, et bien d'autres localités. Nuitamment, ils sont restés attendre, on a entendu scander « Président, Président ». C'est un phénomène qu'on n'a pas vécu dans d'autres régions du Cameroun. C'est comme ça donne à réfléchir. Oui, ce qui se passe, c'est que vous savez, là aussi, à la faveur de cet acte de brûler des effigies du MRC, on s'est rendu compte que le président de l'Assemblée nationale a plutôt amené le peuple à aimer le MRC. Parce qu'en réalité, c'est un acte de destruction. Et vous voyez, quand un chef, de sa stature, de sa nature et de son envergure... On peut dire à la guerre comme à la guerre. Voilà, à poser de tels actes. Vous voyez, c'est plutôt à son détriment. Puisque je vais vous dire, quand à la suite de cet acte, on a interrogé un certain nombre de personnes et de la population du côté du septentrion, même ceux qui n'étaient pas acquis pour la cause du MRC le seront désormais par cet acte, je ne veux pas dire irréfléchi, mais cet acte précoce du président de l'Assemblée nationale. Merci, c'est compris. Nous allons parler de Joshua aussi, c'est un autre, on va dire, le principal challenger du RDPC en tant que première formation politique de l'opposition au Cameroun. Candidature annoncée et finalement déposée à Elections Cameroun, région du littoral. Il était suivi par Lille Piéjou. C'était mercredi dernier. C'est fait. Il est sur la ligne de départ de la présidentielle 2018 au Cameroun. Joshua aussi a déposé ses dossiers de candidature mercredi soir à la délégation régionale d'Elections Cameroun pour le littoral. Un choix qu'il justifie. Le choix de Douala est tout à fait naturel. Elekam est à Deido. Deido, c'est ma base. Je suis député de Voury-Centre. C'est le cœur de Voury-Centre ici. Je ne me voyais pas en train d'aller déposer ma candidature ailleurs. Un choix du parti validé ici par la présence dans la ville de Douala du président national du SDF, le chairman John Frundi en personne. Pourquoi je suis ici? C'est pour soutenir le candidat du SDF. C'est lui notre candidat. C'est notre candidat et je suis là pour l'encourager. Joshua aussi est conscient de la tâche qui lui incombe après ce passage de témoin. Je suis honoré ce jour d'être accompagné par le président national du parti qui vient devant vous me donner le témoin pour continuer cette bataille pour libérer ce pays. Et ça démontre à merveille que le 7 octobre sera un référendum générationnel parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut changer ce pays, il faut transformer ce pays et je pense que c'est une nouvelle génération qui est le mieux outillée aujourd'hui pour y arriver. Au regard du contexte socio-politique qui prévaut actuellement au Cameroun, Joshua aussi se présente comme le candidat de la solution. Le Cameroun est en proie à une crise et à l'insécurité partout. Et je pense qu'avec l'arrivée du SDF au pouvoir, on va résoudre tous ces problèmes pour un Cameroun de paix. Était également présent à cet important moment Théophile Kwabnan, John Komazeu et bien d'autres cadres du parti dans le littoral. Le ton est donné. John Frundi est venu s'assurer de ce que son poulain a déposé sa candidature. Je vous annonçais à l'entame de ce programme, il y a des anciens candidats qui ne seront plus de cette messe, de cette course à la présidentielle. On a par exemple le chasseur du lion, Isaac Kindi, qui a annoncé sa candidature, finalement ne la dépose pas. Belouba Maïgari, le président de l'UNDP, il ne dépose pas sa candidature, mais demande à ses militants finalement de voter Paul Biya, Robert Bapot-Bipot, acquis pour la cause de Paul Biya, Isaac Feuzeux, Jean de Dieu Momo, Fritz Ngor. Ça donne à lire le paysage politique et cette compétition électorale qui s'annonce quelque peu différente par rapport à la dernière présidentielle au Cameroun.
il faut le souligner avec vigueur que l'élection de 2018 ne sera pas comme toutes les autres. Je vais le justifier tout simplement par la nature des candidats. Vous allez voir, cette année, le président fera face à des véritables candidats. C'est-à-dire, en face de lui, un certain l'enfant terrible de Baham. Vous avez un Akeremouna qui est populairement, internationalement connu. Vous avez un Jochosi, vous avez un Cabral Libi qui venait, vous avez vu, nous avons tous vu les images de son accueil lorsqu'il allait déposer son dossier. Donc, ce sera une compétition âprement disputée, justement parce que la nature des candidats témoigne de l'ampleur de la chose, et surtout, vous avez vu les projets qui sont structurés et montés par les différentes formations politiques sont des projets qui accrochent les uns et les autres. Vous avez vu, on appelle par exemple Cabral Libi, le Macron du Cameroun. Vous voyez, toutes ces sorties témoigne de ce que l'élection présidentielle de 2018 est tout à fait particulière et unique en son genre. Mais on remarque quand même que le RDPC va favoriser au regard de son implantation sur le triangle national. C'est finalement peut-être le seul parti qu'on retrouve partout, et lors des élections, on les retrouve dans tous les bureaux de vote. Peut-être cela est aidé par leur pouvoir financier. C'est ce qui a toujours justifié les victoires du RDPC, qui a pratiquement embastillé toute l'étendue du territoire. Et c'est, on le dit, vous savez, dans certaines zones où se déroulent les élections, on a souvent vu l'absence criarde, j'allais même dire une absence assourdissante des partis de l'opposition, qui permet donc au RDPC de gagner largement du terrain. Mais cette année, le professeur Maurice Kamto, je l'ai écouté et je le suis dans ses sorties et démarches, il a dit que ça ne se passera plus comme ça, parce que les partis de l'opposition mettront en place les moyens nécessaires pour que, au moins au niveau de tous les bureaux de vote, que 2 ou 3 scrutateurs des partis de l'opposition, surtout de son parti, puissent prendre part. Donc, je pense que cette année, ce sera un peu plus serré que les années antérieures. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le RDPC, on ne peut pas dire d'emblée qu'il part tout de suite favori, parce que la compétition, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sera disputée, mais c'est déjà un pas c'est déjà un bénéfice pour le RDPC d'avoir occupé, de cette occupation globale du terrain électoral. Pour faire face justement à cette occupation globale du territoire, certains ont estimé ou espéré que l'opposition camerounaise puisse fédérer, s'unir, coaliser pour présenter un seul candidat. On dirait se chercher une épingle dans une boîte de foin que d'espérer cela au Cameroun. Oui, nous avons dit... Il y a beaucoup d'individualisme au niveau de l'opposition camerounaise. Nous voulons le relever avec pertinence que lorsque nous jetons un regard synoptique sur l'ensemble des élections qui se déroulent, même hors du Cameroun, prenons le Sénégal, vous avez vu Macky Sall bat Abdoulaye Wade tout simplement par la nature des dispositions constitutionnelles qui prévoient un scrutin majoritaire à 2 tours, au cas où au premier tour, l'un des candidats n'emporterait pas la majorité absolue. Donc moi je pense que avec le foisonnement de ces partis politiques, tout à l'heure vous le releviez dans votre propos prélogoménal à l'entame de cette émission, qu'il y a pratiquement déjà 22 candidats qui sont 28. Voilà, 28 déjà qui vont vers la course du côté du palais. Ça veut tout simplement dire que un scrutin n'étant pas neutre, cela veut dire que avec le scrutin uninominal majoritaire à un tour, c'est un mode qui favorise les grands partis. C'est la raison pour laquelle le plus grand nombre aujourd'hui de candidats profitent tout simplement au parti au pouvoir qui est le RDPC en tant que grand parti. D'accord. Nous allons clôturer la partie politique de cette émission avec cette chronique de Jack Dobel, lue par Lille Piéjou. Quel prestige y a-t-il à se porter candidat à une élection présidentielle dans la certitude de la perdre platement? La question taraude les esprits de tous ceux qui voient les leaders de l'opposition camerounaise aller au casse-pipe face à Paul Biya. Curieux quand même de voir des personnes intellectuellement aussi outillées se bousculer au pied d'une citadelle imprégnable dans les conditions qu'elle ne cesse de décrier. Un juste découpage électoral, un code électoral taillé sur mesure au bénéfice de celui qui tient
toutes les institutions intervenant dans le processus et qui y placent des hommes et des femmes qui lui doivent leur carrière, leur être. Visiblement, aucune chance dans ces conditions à tout autre aspirant à la plus haute fonction de l'État. Mais on y va quand même. Et pour cause, à mon humble avis, les Camerounais aiment bien se faire appeler docteur, professeur, président, même si rien dans leur cursus todiurium ou honorum ne justifie ces titres qu'ils abordent comme des oripeaux ou agitent comme des épouvantails. Certains usent des deux à la fois. Un ami ouest-africain enseignant à l'Institut panafricain pour le développement ici à Douala me fit remarquer un jour que les Camerounais sont très élitistes, pointilleux sur des épithètes et attributs qui n'apportent ou n'ajoutent rien à ce qu'ils sont en réalité. Si oui, c'est uniquement pour se dresser sur leurs ergots comme des coqs en pâte qui rivalisent de leur plumage et du cocorico le plus retentissant. Si ce n'est pas de cela qu'il s'agit, qu'est-ce qui fait donc courir notre légion de l'opposition vers une bataille qu'aucun d'eux, dans les conditions actuelles, ne peut gagner? Qu'est-ce qui empêche nos coqs de l'opposition de se donner un chef et de stratégies susceptibles d'apporter le changement qu'ils claironnent depuis 1992? Chacun préfère évoluer en solo, se faire appeler Monsieur le Président. S'entourer d'une petite cour de valets, un petit monde de qui fait de la politique une science-fiction. Nous ne le dirons jamais assez. La politique, ce n'est pas du vaudou, ni de l'olympisme, où l'essentiel est de participer. Après chaque scrutin, les leaders de l'opposition devraient se retrouver pour faire le point et revoir leur stratégie qui ne devrait être autre que l'union sacrée. Avoir été candidat à une élection, notamment à une présidentielle, ne saurait être un titre de gloire. 1, 2, 3 échecs ne sauraient rendre célèbres ceux qui n'arrivent pas à atteindre un objectif, surtout quand il s'avère qu'ils ne sont pas organisés. Qui, comme Robert Bruce ou François Mitterrand, aura fini par répondre présent au rendez-vous de l'histoire après plusieurs échecs? 6 pour le premier. Mais le citron de l'échec ne devient limonade que pour ceux qui savent tirer justement les leçons de l'histoire. Si Paul Biya a toujours eu le dessus sur ses contradicteurs, c'est parce que, plus qu'eux, il fait preuve d'une intelligence politique incontournable jusqu'à présent. Sans commentaire, nous nous rendons tout de suite à Njombe-Pendia, à l'hôpital de Malte, précisément avec Yvonne Katiken et Guy Fotso pour vivre ce jour particulier. Reportage. Son arrivée dans la ville de Njombe ce jeudi dans la mi-journée a des allures d'un retour aux sources. C'est dire combien le prince et grand maître Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinento était heureux de toucher du doigt la réalité de l'hôpital Saint-Jean de Malte, fruit de la coopération entre le Cameroun et l'ordre souverain militaire de Malte. Son Altesse éminentissime a visité l'institution sanitaire qui est un maillon stratégique pour le système de santé camerounais. Nous sommes articulés autour d'un service de médecine générale, de gynéco-obstétrique, de pédiatrie, néonatologie, de orthopédie, bloc chirurgie et enfin urgence. Et comme vous l'imaginez, nous serions totalement aveugles si ceci n'était pas complété par un service de radiologie, un laboratoire tout à fait performant et une pharmacie également performante. L'hôpital Saint-Jean de Malte a été honoré avec cette visite qui booste les relations fructueuses entre les deux États. Hôpital privé à but non lucratif, érigé en district de santé, il va recevoir très prochainement un don du chef de l'État, Paul Biya. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, représentant personnel du chef de l'État à cet événement. Je suis heureux d'annoncer, en cette heureuse circonstance, que sur très hautes instructions de son Excellence, M. Paul Biya, le gouvernement vient d'allouer une subvention d'un montant de 765 millions pour la construction d'un pôle d'excellence gynéco-obstétrique et pédiatrique à l'hôpital Saint-Jean de Malte et d'un pavillon mère-enfant au CSI de Mokolo. Ce sera donc l'annonce forte
Cette mi-journée qui a permis au grand maître de témoigner sa gratitude et surtout marquer d'un point d'honneur les relations entre La Valette et Yaoundé. J'ai été informé des plans de développement futur de l'hôpital concernant l'assistance aux mères et aux nourrissons. Je peux vous assurer que lors de mes réunions officielles ce jour-ci dans la capitale, ces projets ont été discutés à plusieurs reprises. Une centaine de lits, 4500 visites par mois, 50 opérations par semaine et un bébé toutes les 7 heures, Saint-Jean-de-Malte est resté une référence. Avec des offres de soins et de services constamment améliorés et qui concernent plusieurs domaines. Les hommes en blouse blanche sont venus nombreux, qui animent cet hôpital avec des valeurs, ont eux aussi reçu des distinctions honorifiques de l'ambassadeur de Malte. Une occasion également de découvrir cette plaque commémorative. C'était un grand moment pour l'hôpital Saint-Jean-de-Malte, un grand moment pour la coopération entre le Cameroun et l'ordre souverain militaire de Malte, un grand moment également pour le prince et grand maître. La visite du prince et grand maître a sans nul doute permis d'ouvrir de nouveaux axes d'une coopération ancienne et dense que le Cameroun entretient depuis toujours avec l'ordre souverain militaire de Malte. Alors pour sortir, nous allons vous donner une information en santé. Un cas de choléra confirmé dans la région du littoral et soigné. 4 cas suspects. La région du Nord, la région du Centre et la région du littoral sont les 3 régions touchées par cette maladie au Cameroun. C'est une maladie qui se soigne si vous vous rendez rapidement à l'hôpital dès lors que vous voyez les premiers signes. Et c'est là-dessus que nous allons mettre un terme pour cette édition de la rétrospective de l'information sur Canal International. Non sans remercier le docteur Luison Essomba qui a accepté venir sur ce plateau. Docteur Luison Essomba, bon retour à l'université de Douala. Oui, merci. Là aussi, vous avez vu ma spontanéité à répondre à votre invitation. Je voudrais également dire que les universitaires, j'allais dire les enseignants de l'université, attendent avec impatience la prime pour la modernisation de la recherche qui nous permet quand même de se mettre dans de bonnes dispositions pour divulguer et passer le savoir à nos étudiants que nous aimons bien. Merci beaucoup. Nous souhaitons vivement que vos doléances trouvent une suite favorable. En deuxième partie de ce programme, mesdames, messieurs, nous recevons un habitué des questions portuaires. Fouda Galus, c'est son nom. Il est régulièrement présent lorsqu'il s'agit du port de Douala ou du port en eau profonde de Kribi. Il est sur ce plateau parce que finalement, son combat a porté des fruits. Monsieur Fouda Galus, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Retro. Bonjour. Alors, officiellement, le terminal polyvalent du port de Kribi vous a été confié, c'était précisément le 9 juillet dernier. Qu'en est-il justement des premiers bateaux? Je peux vous confirmer que nous sommes peut-être au 8e navire. Nous avons beaucoup opéré en off. Et comme c'est déjà officiel... C'était un non officiel à l'époque. C'était un non officiel, bien sûr. Et nous avons passé beaucoup de temps à opérer en off, c'est-à-dire il y a eu au moins 7 à 8 navires en off. Mais actuellement, dont je vous parle... Manutentionné par KPMO. Manutentionné par KPMO, c'est-à-dire un membre de KPMO, pour le moment qui s'appelle APM, sur notre support. D'accord. Maintenant que les carrières sont cuites, comme on dit au village, il y a des navires qui sont attendus dans les quelques heures. Oui. Il y a plusieurs navires qui sont attendus là où KPMO ne fait que continuer ce qu'ils ont commencé. Donc pour nous, ce n'est qu'une continuité. KPMO, un regroupement de 9 entreprises camerounaises pour un terminal. Comment cela va-t-il s'opérationnaliser en matière de gestion des ressources au niveau de ce terminal? Mais je pense que, madame, nous avons passé 5 ans sur les études. Si on arrive là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Les ressources vont se passer comme cela se doit. Oui. Parce que nous avons beaucoup travaillé déjà au temps de Nécotrans, parce que
Les Camerounais ne savent pas que c'est nous qui avons fait appel à Nécotrans dans notre groupe. Et Nécotrans est parti. Nous avons repris les démarches en tendant le bras au gouvernement. Toujours crier parce que vous êtes toujours dit, l'État est comme Dieu. Il réagit quand il veut, comme il veut. D'accord. Et entre-temps, on a aussi travaillé avec le directeur général du parc et autres. On a trouvé entre nous une forme de gestion. Et ce qui a été validé, et ils nous ont concédé la régie indirecte pour 2 ans. Et nous partons déjà sur un terrain qu'on connaît. Parce que parmi nous, il y a au moins, nous avons au moins chacun de nous à 25 à 27 ans d'expérience dans la manutention portuaire. Ce n'est pas 27 jours, ce n'est pas 27, c'est 27 ans. Vous maîtrisez le terrain, vous savez de quoi vous parlez. Le terrain, on sait de quoi on parle. On n'est pas là comme certaines personnes le font. Nous sommes pratiques et c'est sur la pratique qu'on juge que le Cameroun peut évoluer. Vous avez d'ailleurs fait vos preuves au port de Douala, déjà quand même. Effectivement, parce qu'au niveau du port de Douala, on ne peut pas nous supporter. Parce que les Camerounais seuls font plus de 80% d'intention portière, mais on ne le sait pas. Mais on passe tout le temps à chosifier les Camerounais. Il est temps peut-être de communiquer davantage sur vos réussites, sur vos succès. Mais communiquer, on communique toujours. En interne? On communique toujours. Mais quand ça arrive sur certaines personnes, on n'a pas d'expertise. On n'a pas ceci. On ne comprend pas pourquoi on dit qu'on n'a pas d'expertise. Quand tu n'essaies pas un enfant, il aurait l'expertise quand? Voilà les gens qui viennent s'enrichir chez nous. Alors finalement, on vous a confié le terminal polyvalent de Kribi. Par le passé, on estimait que vous n'aviez pas d'expertise. Qu'est-ce qui a joué en votre faveur pour qu'aujourd'hui, vous contrôliez cette partie du port de Kribi qui constitue bien sûr un espoir pour la relance de l'économie du Cameroun? Tout d'abord, le grand Manitou a dit le port de Kribi ne doit pas se faire sans Camerounais. Et deuxièmement... Chose promise, chose due. Deuxièmement, il avait aussi dit, quand il était de passage à Douala dans sa campagne présidentielle, il ne veut créer oser. On s'est dit, il faut oser. Parce que quand un parent dit à son fils oser, c'est qu'il est prêt à le supporter. Nous avons osé. Et avec la bénédiction de Dieu, même lui qui est là, le pouvoir vient de Dieu. Ça veut dire que nos pleurs ont été compris et nous avons été acceptés. Et nous avons une seule chose, rendre compte au vert ou au jaune, rendre compte à lui-même et rendre compte à notre conscience et au Cameroun. Parce que nous pensons que pour l'aider à travailler, il faut qu'on travaille bien, qu'on réussisse. Je crois que c'est l'une meilleure façon d'aider un président de la République. Parce qu'il donne une orientation politique. Ce n'est pas à lui à venir me dire lave ta maison. Le président dit ok, je veux que la ville de Douala soit propre. C'est tout. Chacun de nous, là où il se trouve, c'est qu'il faut balayer la route ou bien il faut laver sa maison. Je crois que Capemou comprend ça. Et notre façon de nous aider, aider notre pays, c'est de bien travailler. D'accord. Alors, Président Fouda, peut-on déjà parler de compétitivité au port de Kribi quand on sait que l'espace accordé pour l'accostage des bateaux est en deçà de ce qu'on avait prévu? Oui, nous serons compétitifs, mais vous avez bien évoqué qu'il y a le port, c'est le quai. Actuellement, il y a même un peu embouteillage à ce moment-ci. Parce que le bateau de Capemou, après le bateau il y a plusieurs navires. Il y a un bateau qui doit accoster d'ici peut-être dimanche. Il y a un autre qui attend. Alors que si le quai était grand, hein, on pouvait recevoir du coup ces 3 ou 4 navires. Mais nous sommes obligés d'aller 1 plus 1. C'est-à-dire quoi? Quand on conçoit certaines choses dans notre pays, on ne cherche pas à demander aux journalistes qu'est-ce qu'il faut pour améliorer votre profession. Quand on conçoit un port, c'est vrai que c'est un port en eau profonde, c'est vrai.
Mais le port, c'est le quai. Bon, quand vous avez une petite gare routière, c'est un exemple, vous n'allez pas recevoir beaucoup de cas. Quand plus la gare routière gagne, plus c'est ce qui va se passer au niveau du port. Parce que tel que c'est parti, Capemont, avec son expérience, a mis le turbo. Vous allez voir ces jours-ci, les bateaux vont se succéder dans quelques jours. Il n'y a pas une possibilité d'élargir le port pour accueillir le maximum de bateaux possible? Il y a une possibilité, mais il faut investir. L'investissement, ça c'est l'État. Bon, il faut investir. Parce que nous serons handicapés, parce que pour le moment, on ne peut que faire certains produits. On ne peut pas faire des sacheries. Parce qu'il va nous manquer les zones de stockage, les magasins, etc. Mais pour le moment, c'est l'export, comme vous voyez, en grumes, et peut-être aussi l'import. C'est ça qui va se passer. Nous pensons que, comme la dernière fois, nous étions voir le ministre des Transports, il se veut que nous risquons d'être rattrapés par l'espace. Le port n'est pas assez grand. Il y a, par exemple, il y a à peine 700 mètres de quai. Mais ça décongestionne quand même les problèmes du port de Douala, que vous décriez tant. On a quand même un autre port créé à Kribi. Ce sera plus forcément le même étouffement qu'on a vécu au port de Douala. Oui, je continue à vous dire une seule chose, c'est que le port de Douala, c'est autre chose. Il y a eu beaucoup d'étouffement à l'époque. C'était provoqué. Je le dis tous les jours. Pourquoi? Parce que c'était une niche de recettes. Parce que au port de Havre, le stationnement c'est combien? C'est 3 000 à 4 000 francs la journée. Au port de Douala, c'est combien? Plus il y a de stationnement, plus il y a sur les staris, les gens profitent, ils gagnent de l'argent. Donc ils ne sont pas pressés de libérer votre conteneur. Ça, il faut vous le dire. De l'argent qui n'est pas forcément reversé dans le Ce trésor n'est nulle public part camerounais. reversé. Pourquoi? Parce que ce qui m'énerve un peu plus, qui me touche, ce terminal qui est ici à Douala, l'État a dépensé plus de 50 milliards pour l'aménager. Et on n'a pas besoin de prendre X pour venir. Cet argent pouvait nous aider à gouverneur une route, même pas le FMI. Parce que ce terminal produit plus de 60-70 milliards par an. Je ne sais pas pourquoi. Puisque parce qu'un terminal, c'est comme une gare routière. Hein? Bon, un camion de plantain vient de Makashina, ça accoste, on décharge, on garde. Les propriétaires viennent maintenant rechercher, ils payent. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on a besoin d'importer les gens pour le faire? Parce que quelqu'un s'est assis quelque part, il dit sur instruction de chef de l'État, il faut le faire. Je sais, je connais très bien le président de la République. C'est Biya qui a construit ce pays à l'époque. Il ne peut pas accepter que quelque chose va foirer ici. Mais on lui fait signer. Et c'est parti aujourd'hui, ça nous rattrape. Voilà le port de Douala qui est pourri. D'accord. Il faut chercher de l'argent pour ça. Alors, finalement, vous avez la gestion du terminal polyvalent de Kribi et votre galop d'essai va durer 2 ans. Vous qui êtes membre du consortium KPMO, vous êtes 9 entreprises camerounaises. Comment est-ce que vous vous organisez pour remporter ce challenge? Parce qu'il faut dire que c'en est un quand même. Je vous ai bien dit, et je continue à dire d'une manière mécanique, que la réussite est là. Si on réussit au port de Douala, ce n'est pas à Kribi qu'on va échouer, ce n'est pas possible. Je vous ai déjà dit, c'est parce que le Camerounais ne fait pas confiance à son frère. Le Camerounais n'aime pas voir son frère. Le Camerounais n'aime pas l'expertise de son frère. C'est pour ça qu'on pense qu'on ne peut pas échouer. Techniquement, on ne peut pas. Vos challengers ne sont pas forcément des Camerounais. Vous ne craignez pas qu'il y ait des torpillements, des manipulations en interne pour que... S'il y a des manipulations à l'interne, ça ne peut que passer par les Camerounais. Pourquoi les Camerounais aiment toutes les vitamines, les beefsteaks et même les ferragas? Je ne vois pas sont malades. Non. Pourquoi? Parce que je suis chez moi. C'est mon port à moi. Ce qui se passe au port de Douala, au port de Kribi, ne se passe pas dans un port. Ce qui se passe, par exemple, que ce qu'on fait au port de Kribi, on ne peut pas faire ça au port de Douala, on ne peut pas faire ça au port de Marseille, au Havre. Ce n'est pas possible. Déjà, je suis chez moi, Camerounais,
vous acceptez qu'une autre personne vienne prendre le port. Vous dites qu'il n'y a pas d'expertise, mais est-ce que vous avez mis ces Camerounais à l'essai? Non. Alors vous êtes mis à l'essai désormais, le rendez-vous, ce sera dans 2 ans pour vous évaluer. Président Fouda, dites-nous, avec une activité intense qu'on vit déjà au port de Kribi, que ce soit pour l'import ou pour l'export, ne pensez-vous pas que vous serez très rapidement rattrapé au niveau des espaces de stockage? Et c'est vrai, parce que ça serait visible actuellement là. Il y a des bateaux qui se suivent. Donc, je vous ai dit qu'actuellement, à Kribi, en ce moment-ci, il y a un bateau en plein embarquement. Il y a, je crois, 2 ou 3 qui attendent dans le terminal pour l'équivalent de Kribi. Donc, déjà, bientôt, on sera rattrapé. D'accord. Et comment envisagez-vous justement pour le résoudre? Nous ne pouvons que faire ce qu'on peut faire avec les moyens que nous avons. Parce que pour ce port, il faut que l'État lance encore l'extension de ce port. Nous ajoutons au moins 1000 à 1500, voire même 2000 km de quai. 2001, oui, de quai. Peut-être que ce sera avec les retombées économiques du port en eau profonde de Kribi qu'on pourra étendre davantage le port de Kribi. En tout cas, je ne suis pas gestionnaire, je suis qu'utilisateur. D'accord. Alors, on sait que vous n'êtes pas de ceux qui font dans la langue de bois. Président Fouda, vous êtes au port de Kribi aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur pour ne pas atteindre ce résultat escompté? Vous savez, la Bible dit l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Ce qui va me faire plus peur, c'est l'homme camerounais. On les connaît. Je vous donne un exemple. On lance un appel d'offres. Et on met une clause, il faut démontrer l'expérience d'avoir géré plusieurs ports. D'office, les Camerounais sont éliminés. On ne peut plus compétir dans notre pays, dans notre port, dans notre sous-sol. Alors, certaines personnes qui sont en haut quelque part mettent des clauses comme ça pour nous éliminer carrément. À cause de quoi, à votre avis? Non, c'est parce que quand un étranger va venir, donne-moi le beefsteak. Donne-moi la vitamine. Des rétrocommissions, des dessous de table, de la corruption. Et vers la fin, c'est des mauvais contrats qu'on signe, ça nous rattrape. Regardez ce qui s'est passé à la régie Fercam. Pour moi, c'est bidon. Regardez ce qui s'est passé, tous les contrats qu'on a signés. C'est bidon. Quand vous lisez ça, c'est comme si les gars n'ont pas fait l'école. C'est comme si quelqu'un n'est pas camerounais. Il y a des gens qui pouvaient redresser la régie Fercam, comme Issa Chiroma. Il a été à la régie, il connaît ce que c'est. C'est une grande société fiable et sur le social. Donc la politique de l'État est cassée. La CAMER sur le social. La SNEC sur le social. La SONEL sur le social. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont posé des actes qui fragilisent la politique gouvernementale. C'est pour ça que le vivre ensemble et tout ce qu'on vit est cassé de gauche à droite. Parce que l'État n'a plus même mis sur certaines choses pour s'élever. Donc, on pose des actes comme ça parce que quelqu'un a pensé XY, parce qu'on lui a fait confiance. Il ne regarde pas le verre rouge, il brade son pays. Aujourd'hui, ça nous rattrape. D'accord. Alors, nous allons sortir de ce programme en parlant d'une actualité qui a apporté davantage des roses à Canal 2 International. Il s'agit de la couverture de la Coupe du Monde Russie 2018. Nous y étions et de nombreux téléspectateurs ont apprécié les plateaux, ils ont apprécié les commentateurs. Reportage de fin de la compétition. Allez, Alan Zagoev sort de nous imposer la tête. Le premier but du mondial. Pendant un mois, du 14 juin au 15 juillet 2018, la Coupe du Monde Russie 2018 sur Canal 2 International a été un franc succès. Tant sur la retransmission en direct des différentes rencontres que sur la qualité des images en haute définition. Le Canal 2 a fait ce qui était superbe pour tout le monde. Ça nous a permis de voir tous les matchs
qui était joué de l'autre côté comme si on était en Russie. Je dis bravo à Canal 2 et mes encouragements. Sur la chaîne verte, le Mondial Russie 2018 a connu la mobilisation d'une équipe de journalistes sportifs jeunes et dynamiques et de consultants cultivés, des professionnels du micro pour des commentaires hyper accrocheurs. Avec des journalistes parfaitement aguerris et affûtés à la tâche, je ne voudrais pas les citer nommément pour ne pas faire de jaloux, mais seulement c'est pour tirer un grand coup de chapeau au top management de Canal 2 qui nous a retransmis une qualité inédite de cette Coupe du Monde-là. Au-delà de cette performance humaine, il y a eu le décor des plateaux, tradition d'une ingéniosité humaine et la maîtrise de l'esthétique. Quand je regarde le plateau de Canal 2 et que je regarde les chaînes internationales du continent africain, je dis il y a de bonnes raisons d'être fier de cette progression camerounaise en matière d'audiovisuel. Vraiment, c'est du beau. Les commentaires sont très bons, riches en enseignements. Les panélistes sont également très intéressants, très pertinents. Le décor est magnifique. Coup de chapeau, c'est un grand bond en avant. Mes encouragements à Emmanuel Chatué, à Eric Fotso, Joseph, pour ce magnifique travail. Après la Coupe du Monde 2018, Canal 2 International prépare déjà d'autres compétitions sportives, tant sur le plan national qu'international. Alors, j'ai envie de vous demander une note pour Canal 2 International à la suite de la couverture de ce mondial. Oui, comme tout à l'heure, je vous ai parlé de l'expertise. Voilà Canal 2 qui vient de démontrer que Canal 2 peut aller plus que ça. C'est ce qu'on demande dans ce Cameroun. Une expertise nationale qui va au-delà. Ça veut dire que les Camerounais ont ça dans leur tête, dans leur sang. Alors, c'est pourquoi, pour que ça réussisse, il faut que les Camerounais cessent de faire ce qu'ils font. Nous, qu'on fasse confiance à nous-mêmes. Comme Canal 2, c'est l'exemple type. Et moi, je suis très satisfait. Je donne un coup de chapeau aux dirigeants, tu es haute. Vraiment, je suis aux anges quand je vois des choses comme ça. Président Fouda Fouda, après le terminal polyvalent du port de Kribi, quelles sont les autres ambitions pour KPMO? KPMO ne va pas s'arrêter, et je vous le dis. Et nous allons gagner nos combats avec du bon travail. Il faut seulement une seule chose, que l'État nous supporte. C'est tout. Alors ce sera le mot de fin de cette émission, la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Nous avons été, comme à l'accoutumée, très heureux de vous savoir encore plus nombreux d'édition en édition. Le prochain rendez-vous, ce sera dimanche prochain, 9 h sur les mêmes antennes. S'il plaît à Dieu, nous serons des vôtres.